qui ouvre sur une tradition qui est une tradition des signatures du monde et de la mystique du monde, de la mythologie et de la mystique de toute une tradition pythagoricienne avec une sorte de religion des âmes, de l'ascension des esprits par l'initiation, etc., qui toujours d'autre part sortiront des éléments, des instruments pour la science positive, comme le fameux théorème de Pythagore ou d'autres études consacrées à l'arithmétique et à la géométrie qui sont issues de la science pythagoricienne. Mais on voit combien il y a un entremêlement donc entre les deux, mais en même temps un moment où ces lignes se détachent. Et qui peut être le moment où elles se détachent et où elles sont le plus lisibles d'une façon séparée, c'est cette période où, depuis la fin du XVIIIe siècle, où en France ou en Allemagne vont se manifester ce qu'on appelait les Lumières, au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire ce qui met en avant les études et les systèmes qui mettent en avant la force de l'intelligence et de la connaissance positive, mais en même temps, en sous-jacence ou contemporainement, quelque chose qui utilise aussi le mot de lumière, qui est l'illuminisme où il y a précisément, occupant une place importante, Jacob Böll comme référence de source, d'origine, dont tout le monde va s'inspirer. Franz von Baader, qui est le traducteur contemporain, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, comme philosophe romantique, de l'œuvre de Baader, dans ses fermenta cognitionnistes, qui sont les ferments de la connaissance. Là aussi, c'est un mot qui correspond un petit peu à la thèse. Au milieu desquels se placent d'autres philosophes, d'autres noms, comme où ressort en particulier celui de Saint-Martin, qui s'est fait appeler lui-même philosophe inconnu, qui a des relations un petit peu avec les différents courants de pensée. Simone de Boulez-Kévis, dans une étude sur Fourier, a rapproché Fourier et Saint-Martin de l'homme de désir de Saint-Martin, qui est un titre de Saint-Martin. Le mot c'est Christophe, donc Saint-Martin, qui s'appelle le philosophe, et qui s'est appelé lui-même le philosophe inconnu. Saint-Martin. C'est le nom, son nom est Saint-Martin. Il apparaît comme le philosophe inconnu, il est cité par Balzac, le romancier en particulier, qui était très attiré par cette orientation de pensée également. Mais que Fourier était en relation avec Saint-Martin, l'ait connu son œuvre, puisqu'il appartient à peu près à la même époque, c'est certain. Qu'il se soit inspiré de lui, c'est beaucoup plus douteux. Parce que personnellement, j'ai tendance au contraire à situer Fourier dans la fraction critique, très fortement critique, relativement à ce mouvement. Et l'utilisant, et ayant des relations avec, mais le traitant d'une façon, on pourrait dire, négative, ou sinon négative, du moins très distanciée. Et il est vraisemblable que s'il a utilisé l'intermédiaire dans sa théorie des nombres, dans l'usage des nombres qu'il fait de toute son harmonie et ses correspondances entre les passions, les analogies de l'univers, s'il a utilisé ces nombres et s'il l'a fait à travers
des harmonies musicales, beaucoup plus que d'une façon directe, comme le fait Lamatèche de Malfatti, ou comme le fait Bader, ou comme on le voit également chez certains autres auteurs comme Beun, c'est précisément parce que pour lui, la relation qu'établit cette ligne des signatures du monde, puisque c'est au fond, sans qu'il le dise, c'est en cela qu'il se relie, est une relation qui peut se comprendre d'un point de vue esthétique, mais beaucoup plus que scientifique au sens positif du terme, ou conceptuel. C'est-à-dire que si on fait la différence justement entre ce qui est le conceptuel ou ce qui est la fonction scientifique proprement dite, et d'autre part la relation esthétique, qui est une relation d'imagination, qui est une synthèse, effectivement, mais une synthèse de l'imagination libre, c'est-à-dire qui n'est pas commandée par des concepts précis qui correspondent à des réalités ni à des causalités déterminantes. Donc il y a quelque chose qui, dans les relations qui sont établies entre les chiffres, entre les théories des nombres et les phénomènes naturels, il y a quelque chose qui est d'un caractère duel, ambigu, ou bien on peut l'interpréter comme étant une relation qui s'établit d'une façon directe, ce qui est la puissance magique, par exemple, qui est attribuée au ternaire, ou à la triplicité, au chiffre 3, que l'on retrouvera jusque dans la triplicité de la dialectique hegelienne, ou bien on attribue une puissance d'évocation dans la correspondance harmonique, lorsque l'on parle de la tierce, ou des harmonies de tierce en tierce, etc. À ce moment-là, on a affaire à deux choses très différentes. Où l'on peut dire que le chiffre 3, en d'autres termes, comme la trinité religieuse de la trinité hindoue de Vishnu, Brahma et Shiva, où la trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit a une action directe sur les puissances de l'univers et les puissances maléfiques, et elle peut grandir la trinité, c'est une sorte de puissance, ou alors c'est l'oreille qui, recevant l'accord musical, va ressentir un certain état, va faire ressentir à l'âme un certain état à la fois physique et spirituelle, qui modifiera la conduite, qui induira des états soit heureux, soit malheureux, mais qui n'est pas dans une relation directe de causalité, si je peux le faire comprendre ainsi. Je veux dire, il y a donc l'orientation magique, disons, de l'exorciste qui va brandir la croix de façon à faire reculer le démon, puis il y a l'orientation qui, elle, est purement esthétique ou allégorique, qui l'utilise pour créer ce qu'on peut appeler un état d'âme, une certaine coloration de l'univers, de l'esprit, ou du paysage métaphysique, comme par exemple Caspar Friedrich dans ses paysages métaphysiques, où il y a un cimetière, une croix, mais qui ne sont pas des actions directes sur les choses. On lit une sorte de signature de l'univers, mais on ne dit pas que cette signature est une puissance magique. C'est à l'entrecroisement des deux que se trouve la Mathèse. C'est-à-dire, il y a une certaine lecture de la Mathèse de Malfatti qui évoque à certains moments l'idée d'une puissance magique et d'une ombre et de cette division de toutes les choses de l'univers en ternaire, en quaternaire, qui prend la forme également de l'ellipsoïde qui se retrouve à lire dans l'homme, dans le monde, dans les différents éléments et leur structure
et leur structure secrète, leur structure moléculaire, qui fait penser à une sorte de magie interne des choses. Mais il y a également le fait que c'est aussi pris d'une façon allégorique. Or, l'allégorie, dans ce sens-là, est quelque chose qui surgit au moment où, précisément, la croyance directe en l'action des formules magiques a disparu. Pour cette différence entre les deux, on peut lire ce qu'écrit en particulier Walter Benjamin dans l'origine du drame baroque, où il fait une différence entre le symbole et l'allégorie. Le symbole est la manifestation présente de quelque chose à quoi l'on peut croire d'une façon directe, comme le symbole eucharistique qui, pour les croyants, est la présence, la manifestation, la visibilité du corps du Christ, mais elle peut être prise également d'une façon allégorique lorsque cela rentre dans un poème qui, tout en s'inspirant, comme beaucoup de poèmes romantiques, de la religion chrétienne, n'attribue plus à cette religion une propriété de manifestation, de croyance immédiate, mais simplement une manifestation d'association beaucoup plus lointaine. Or, c'est un petit peu ce qui se manifeste dans l'anathèse de Malfatti, qui utilise ce ternaire, ce qu'il appelle le ternaire, dans un sens qui est très, disons, entre guillemets, puisque le monde ne veut pas de grand-chose là, qui est très laïque, qui est très sinon athée, qui est dépourvu de toute allusion à une puissance magique quelconque, mais qui va être traité beaucoup plus d'une façon allégorique dans le parcours qu'il fait au cours des 5 parties de l'anathèse, de la construction de l'univers, depuis les nombres abstraits qui sont la matrice originelle de l'anathèse, jusqu'à l'homme, à la construction de son corps, au détail de son organisation interne et de son anatomie, et jusqu'au point culminant qui est sa relation à autrui, c'est la constitution de la société et de la collectivité humaine. Donc il y a une sorte de parcours à l'intérieur de l'anathèse qui montre à la fois ce développement et cette unité récurrente d'éléments qui sont des signatures primitives et qui se retrouvent jusque originaires, en fait primitives, je veux dire, qui sont inscrites dans l'ensemble du cosmos et dans l'ensemble du microcosme, et qui permettent d'établir, de faire de l'un à l'autre ce passage par correspondance. Ce ne sont pas tout à fait des simples correspondances poétiques, comme le mot le dira par exemple dans le poème de Baudelaire, les correspondances, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui peut nous donner une connaissance, une science positive de la constitution de l'organisme, par exemple, ou du fonctionnement du corps humain, ni de ces différentes propriétés de ce corps et de la manière dont va fonctionner l'esprit relativement au corps. Donc il s'agit de quelque chose qui est on pourrait dire à cheval entre le mythe et la connaissance. C'est peut-être ce qui a intéressé Deleuze, d'ailleurs, pour qui, je le dirais sans du tout faire de cela une critique négative de la pensée deleuzienne, c'est peut-être ce qui l'a intéressé dans la mesure où
chez Deleuze, on se rend bien compte parfois qu'il y a quelque chose qui est, chez Deleuze et Guattari aussi, et parce que je pense à l'anti-Oedipe, qui est une sorte de, à mille plateaux, une sorte de frontière indécise entre le mythologique et le cognitif. De la même façon, d'ailleurs, chez Nietzsche, où du Zarathustra appartient à la fois au domaine du mythique et au domaine de la connaissance. Mais parce que la connaissance en tant que connaissance pure, ou connaissance positive, n'est plus une connaissance. Alors la mathésis, c'est ça, c'est une connaissance qui soit une connaissance supérieure à ce que peut nous donner la connaissance positive de cette fameuse tradition cartésienne ou kantienne. Bon, j'ai dressé à bâton rompu, vous voyez un peu, et d'une façon très superficielle, ce tableau, pour que vous puissiez vous y reconnaître un peu, mais avec beaucoup de trous et avec beaucoup de déséquilibre, de sorte que je suis parfaitement conscient qu'il y a une quantité de questions qui peuvent être posées à cet égard. Et que peut-être justement à partir de ces questions, on pourra éclaircir les points qui ne sont pas particulièrement bien établis. Ensuite, je passerai à quelques petites précisions à l'intérieur même de cette mathèse pour voir un petit peu comment Malfatti avait construit son exposé, qui me semble être, je ne connais pas l'auteur, ça me semble être un livre qui n'est pas un livre originaire, un des premiers livres de Malfatti, mais la conclusion et le résumé d'un certain nombre de recherches, puisqu'il parle toujours des recherches qu'il a fait antérieurement, de ce à quoi ça a abouti. Et je vous dis ça se situe en 1849, c'est-à-dire à un moment où ces penseurs du romantisme avaient donné leurs œuvres essentielles. Je crois que l'œuvre de Bader se situe vers 1820-1830, les autres sont des œuvres antérieures, donc c'est un petit peu une conclusion, une sorte de résumé de la pensée romantique, dans laquelle, je ne dirais pas un fourre-tout, mais il a fait entrer justement tous ceux qui restaient un peu dans les marges à la fois de la pensée romantique théorique et à la fois de la pensée scientifique ou des recherches scientifiques. Il attribue par exemple une part très importante à un domaine qui était un domaine en étude, en exploration, encore celui de l'électricité, celui du magnétisme, celui d'une science encore dans les limbes qui était avec Galvani, Volta, l'électromagnétisme, avec des positions, des questions et des problématiques qui ne sont pas encore bien posées et qui sont loin encore aussi aujourd'hui d'être résolues, comme le magnétisme animal, l'électricité animale, tout cela avec Mesmer en particulier. Donc il y a tout un tas de connaissances qui chez Malfatti entrent en ligne de compte. Pour l'éclairer, je crois que ça ne serait pas d'ailleurs peut-être une étude scientifique, une étude philosophique, une interprétation philosophique qui serait intéressante, ça serait de se référer à des œuvres comme Louis Lambert de Balzac ou Sérafita, où il expose
où Balzac expose ses théories sur des problèmes qui sont de même ordre, c'est-à-dire qui sont aussi empruntés à ce courant annexe à ce courant marginal de la philosophie qui est celui des philosophes romantiques proprement dit. Déjà chez Schelling, on trouve un peu cela, mais chez Schelling, d'une certaine manière, appartient encore trop à la pensée cartésienne, bien qu'il s'en détache énormément, ou la pensée néo-platonicienne classique, et d'un certain point de vue, bien qu'il apparaisse comme étant une dérivation très un auteur qui dérive de façon très sensible par rapport au rationalisme scientifique, comme étant trop lié peut-être à cette forme de rationalisme, alors que l'anathèse est quelque chose qui passe beaucoup plus nettement de l'autre côté, du côté je me répète, d'une science des signatures qui n'est pas exprimée comme telle, mais qui se lit à travers elle. Bon, je m'arrête. Je voulais demander à Christian Dutheil, j'ai dit que je t'interpellerai dès que je te verrai, je t'interpelle parce que je crois que tu avais dit que tu pouvais faire dans le courant de ces exposés un exposé personnellement, et que puisque tu es là, alors que tu as beaucoup de choses à faire d'autre part, donc tu pourrais peut-être voir à quel moment, en comptant de 15 jours en 15 jours, tu pourrais placer une intervention et sous quel titre? Oui. Alors, c'était les métamorphoses de la vie et du divin chez Nietzsche. C'est ça, à Nietzsche. Métamorphose du divin et de la vie chez Nietzsche. J'aimerais le faire peut-être avant le 15 février. Oui, c'est ça. Parce que, ou alors après le 20 mars, parce que j'ai des cours. Il faudrait savoir, en février, en mars, c'est-à-dire, mais au début, au début, ça serait le 3e trimestre, je ne sais pas comment ça se situe exactement, mais j'ai une promesse de Georges Bleus, qui est déjà venu exposer ici, et qui doit faire quelque chose sur, toujours en relation entre vie et art, sur Max Ernst, je crois. C'est une chose très intéressante qui me porte dans le domaine proprement de la pensée esthétique. Mais lui, je ne l'ai pas encore programmé de façon précise, mais ce n'est largement pas avant mars. Mais toi, alors ça serait... Soit je peux faire... Soit moi je peux faire l'exposé avant le 15 février, soit après, en avril, mai, juin. Chômé. C'est pas une fête reconnue, la chandeleur. Elle n'est reconnue que pour les gens qui font des grèves. Je ne sais pas, c'est quoi le théologien de la chandeleur? Moi, je suis qu'un iconoclaste. Faut que ça soit une fête importante, la chandeleur. Mais tout est prétexte à la fête, de toute manière. Oui, c'est une modification, c'est important. Donc, ça a une signification traditionnelle très importante pour l'établissement, je ne sais pas quoi. C'est dans le carnaval de Claude Guénébé, qui est une étude d'ethnologique, anthropologique très intéressante, où il établit tout un calendrier à partir de cette chandeleur qui traditionnellement, dans le folklore, est attribuée. C'est ça, c'est la variation de la lune autour de la chandeleur, un peu qui détermine la proximité de Pâques déjà. C'est une fête qui est entière là parce que Pâques est déterminée par la proximité, par la variation de la lune qui peut faire varier Pâques presque d'un mois,
Et déjà, cela se manifeste dans la lune de la Chandeleur. Et c'est en relation aussi avec un folklore de l'ours qui occupe une place très importante dans le folklore paysan traditionnel du Moyen-Âge. Mais j'avais étudié ça à un certain moment. On avait même fait un séminaire à un certain moment là-dessus sur le carnaval de Gagnebé, mais ainsi que d'un espagnol qui s'appelle comment il s'appelle, Barbosa, je ne me rappelle plus quel est son nom, Rouge ou Barbosa, je ne sais pas quel est son nom, qui est un grand spécialiste du carnaval et de la fête comme étant un élément tout à fait important du folklore. Mais si je vous signale ce livre, en France, c'est le livre du carnaval de Gagnebé. Gagnebé, qui est un anthropologue contemporain, dans la tradition de celui qui a étudié les folklores paysans locaux, Vangénette, qui est un grand recueil de... Ça doit t'intéresser, toi qui es journaliste je dis ça parce que, oui, parce qu'il étudie toutes les modes, toutes les coutumes, les modes initiatiques, la présence des fêtes, les résidus de folklore qui restent depuis le Moyen-Âge. Tu me lis trop pour être honnête. Dans Genève, c'est ça, qui a fait un recueil de l'ensemble de tout cela pour la France. Et Gagnebé continue dans ce sens. C'est que j'étais un spécialiste de la pyrobasie, la marche sur le feu. Ah, tu le connais? Jeune journaliste. J'ai marché sur le feu. Et alors nous disons donc, donc il y a le 26, il y a le 26. Quel 26? Ensuite, il y a donc ça nous tend durer le 2, le islamiste. Donc, mais alors attends une seconde. Je voudrais avoir. De toute façon, il y a désagréable, parce que ça me permet de voir des gens. Mais d'autre part, dans ce département de philosophie, on ne sait pas comment il se situe. Mais moi, je peux aussi. Il passe, Christian, tu passes, à mon avis, c'est la meilleure solution. Je pense, le 26, et moi, je fais le 2, et ainsi que les signatures, donc pour entrer et étudier tout ça, on peut fort bien le continuer et le prolonger, ça n'a pas de... Mais j'aurais voulu être rassuré pour savoir exactement quelle est cette que vous écoutez dire. C'est un jeu de mots auto sur Louis dire, c'est ça. Comme auto-laryngologiste, c'est ça. Alors c'est de Janel. Je suis un peu, il est très, très intéressant, bien entendu, mais il est un peu, comment dirait-on, érudit, enfin il suit un peu les détours d'une érudition autour de Paracelse, qui n'est pas d'un intérêt, peut-être pour ce que nous faisons, absolument fondamental. Le plus intéressant, ça sera à la fin la relation à Foucault, d'ailleurs qu'il fait, puisque justement la pensée de Foucault, c'est quelque chose qui, tout en étant consacré à se détacher de ces questions, s'en dégage, on pourrait dire. Tandis que on pourrait dire que Deleuze, sans être quelqu'un qui revienne vers cette conception des signatures, puisque lui aussi se démarque d'une façon permanente par rapport à ce genre de pensée pour s'affirmer dans la lignée d'un matérialisme et scientifique et dans de la liaison avec les sciences positives, et on pourrait dire malgré tout qu'il se rapproche de cette, par plusieurs points, y compris dans le détail de ce qu'il écrit à certains moments,
d'une pensée qui est celle d'une pensée que j'appellerais allégorique, bien qu'il se soit opposé à l'allégorie comme à la métaphore à propos de Nietzsche, mais je ne peux éviter malgré tout de le rattacher quand même à ce genre de pensée allégorique, c'est-à-dire celle qui utilise le signe comme étant une expression de force. Il y a des forces cachées, des forces invisibles, mais qui trouvent leur expression dans la manifestation extérieure. C'est une partie de sa théorie esthétique, d'ailleurs il fondait là-dessus. L'œuvre d'art, ce sont des forces qui entrent, on pourrait dire, dans le visible, qui s'expriment dans le visible. Félix Guattari également établit deux ordres de signes, les signes qui relèvent de ce qu'il appelle la signifiance, le rapport entre le signifiant et le signifié, et qui recherche ce qu'est la pensée scientifique d'ailleurs, et comme philosophique aussi analytique, des significations précises, et d'autre part le signe qui est expression, et qui est du côté de rapprochement, d'ailleurs inventif, et qui fait que l'objet visible est en quelque sorte un prolongement de la partie invisible, que ce soit les forces, que ce soit la substance, que ce soit les mouvements qui portent quelque chose à l'émergence. Il y a toujours dans le rapport d'expressivité quelque chose qui est très différent du rapport de signification. Mais il y en a qui le mélangent, comme Leibniz, que je vous citais tout à l'heure, dans les Nouveaux Essais ou dans la Théodicée, a fait en quelque sorte une sorte de mélange d'aller-retour de l'un à l'autre, qui font que cette distinction aussi absolument stricte entre le rapport de signification et le rapport d'expression n'est pas toujours maintenable. Ce n'est pas toujours quelque chose d'absolument tranché. Ou alors on peut détacher l'expressivité, comme l'a fait Raymond Bruyère, en créant un véritable concept d'expressivité qui est détaché de toute signification. Et qui est valable dans le domaine, mais c'est toujours la même chose, qui est valable dans le domaine esthétique, plus que dans le domaine scientifique, mais qui est aussi, dans une certaine mesure, qui est toujours aussi présent, qui n'en disparaît pas d'une façon complète. Je citais parmi les... Je vous donne la parole, oui, mais je citais parmi les références que l'on peut relier à cette forme de pensée que j'appelle analogique, hiéroglyphique, allégorique, deux auteurs également que j'allais oublier, mais qui sont des références très importantes dans l'Antiquité, ce qu'on appelle la basse Antiquité grecque, qui est Denis l'Aréopagite, et avec son livre sur les allégories, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, son ouvrage sur les allégories les allégories du monde, ou je ne sais pas quoi d'autre, les allégories du... je ne me rappelle plus comment s'appelle le livre de Denis l'Aréopagite, mais c'est en relation avec une conception tout à fait allégorique des hiérarchies. Non, l'allégorie des hiérarchies célestes, c'est ça. C'est l'allégorisme des hiérarchies célestes. Et d'autre part, Philon d'Alexandrie, que j'allais oublier, qui est extrêmement important, qui a écrit un livre, Philon d'Alexandrie, qui concernant Denis l'Aréopagite, qui est vécu au IIIe siècle et au IVe, et qui est chrétien.
il appartient même, il a même été sanctifié, bien qu'il y ait une certaine forme de différence entre les conceptions de l'Église et les conceptions officielles et les conceptions de Denis, mais il occupe la place de saint dans l'Église tout au moins orthodoxe, c'est-à-dire grecque ou l'orthodoxie orientale. Et d'autre part, alors, un penseur qui, lui, appartient au premier siècle du judaïsme, au premier siècle avant Jésus-Christ, donc qui appartient au judaïsme, qui est Philon d'Alexandrie, dans un ensemble très riche d'interprétation de la Bible du point de vue allégorique, qui s'appelle d'ailleurs Allégorie des lois, Legum Allegoriae, dont je vous recommande également la connaissance à travers. Alors là aussi, c'est un auteur qui pour tout cela doit être connu parce qu'il les a tous étudiés, c'est Maurice de Gandillac, qui a étudié à la fois Jacobin, Philon d'Alexandrie, Plotin, Denis l'Aréopagite. Donc, vous avez tout intérêt à chercher la bibliographie de Maurice de Gandillac. C'est ça, oui, il a étudié tous ces auteurs. En particulier, il a consacré à Denis, à Philon et aux principaux néo-platoniciens de cette tradition néo-platonicienne qui a été si importante au XVIe siècle et à travers laquelle on pourrait presque dire qu'on a retrouvé toute l'Antiquité, y compris Platon, y compris Aristote. Et les Arabes en particulier, les penseurs, les philosophes arabes, que ça soit Avicenne, que ça soit Averroès, ont lu Platon et Aristote à travers le néo-platonisme, beaucoup plus que dans les textes originaires de Platon, c'est-à-dire à travers Proclus ou Proclos, qui est le plus important et qui est très souvent cité, en particulier pour son interprétation du Parménide. À l'heure actuelle, ce que l'on étudie surtout dans Platon, ce sont des dialogues beaucoup plus concrets qui traitent des questions beaucoup plus importantes pour nous, sur des questions sur l'amour, l'amitié, la justice, etc. Tandis que les études de Proclos portent sur des points plus difficiles à décider de l'ontologie platonicienne dans le Parménide, et c'est surtout à partir de ces études que s'est formée son interprétation néo-platonicienne. Mais enfin, je vous cite ça, lisez-le Plotin de Gandillac, tout au moins, et là, vous avez aussi d'autres références, mais ça vous permettra de vous orienter un petit peu dans cette histoire complexe où l'on ne sait plus très bien à un certain moment qu'est-ce qui fait la différence entre des auteurs et d'autres. Alors là, c'est très important de voir quand même de quelle façon on peut s'orienter dans cette histoire de la pensée. Oui, alors je vous écoutais, là, qu'est-ce que c'était que, si vous avez des remarques à faire. Est-ce que je comprendrais ce que tu vas dire? C'est ça le grand problème, oui. Pardon? Oui.
Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris. Est-ce qu'il va entendre? Oui, non. J'ai l'impression d'avoir compris que ces auteurs d'allégorie refusent l'esprit de classification. Le fait de classer, de classification. J'ai ce sentiment-là qu'il refusait l'esprit de classification. Oui, j'ai dit ça. Oui, j'ai fait une classification. La classification que j'ai faite. Non, je dis les penseurs qui utilisent cette méthode de pensée allégorique, oui. J'ai le sentiment, avec ce que vous avez dit, oui, qu'il ne se situait pas dans cet esprit de classification. La classification. Il n'adoptait pas. Quantification. Classification. Il n'était pas pour cette démarche de classification. Là, je n'ai pas cherché une classification à proprement parler. On peut en faire plusieurs. Non, j'ai cherché, je vous ai dit, à déterminer deux lignes droits qui s'entrecroisent. Maintenant, ce n'est pas une classification. Non, c'est pas toi. C'est pas. T'as pas compris ce que je veux dire? Non, c'est ça que j'appelle analogique. Oui. Elle est analogique, le mot. Je veux dire, ça s'oppose à... C'est approximatif aussi, mais c'est ça, où l'on peut entrer dans des... Oui, c'est une... Ah oui, c'est contre la classification. Tu as raison. C'est contre la pensée de classification, c'est contre. Oui. Puis il y a différentes formes de classification. D'ailleurs, il peut y avoir des classifications qui sont des classifications à partir dans les plantes, en zoologie, dans des sciences comme la zoologie, la botanique, qui sont des sciences qui sont restées pendant très très longtemps jusqu'aux études qui ont été des études moléculaires, des sciences classificatoires. Le grand problème, c'était de savoir quels étaient les principes de classification. Il y avait des principes qui étaient faits par analogie, ressemblance vague. Ensuite, ça a été fait les classifications par des principes qui ont été plus déterminants, que ce soit dans les éléments, la classification des éléments, par exemple matériels, atomiques, celle du fameux tableau de Mendeleïev est une classification qui est tout à fait révolutionnaire par rapport aux classifications qui avaient pu être faites sur la base d'autres principes qui pouvaient tenir compte simplement des qualités comme le poids, la résistance, la couleur, etc. Là, c'est à partir du nombre atomique. Toutes les classifications ne sont pas identiques. Dans les classifications, en botanique, il y a eu des classifications qui doivent se continuer d'ailleurs à l'heure actuelle, parce que cette idée classificatoire n'est pas abandonnée. Elle a été remplacée par la biologie moléculaire, donc qui est un petit peu différente, mais je ne pense pas, sans être spécialiste, que la classification qui a eu une importance très grande, que dans toute par exemple la découverte des tissus, la découverte des molécules, tout cela résulte de procédés classificatoires, c'est certain. Mais ces classifications ont, à mon avis, de plus en plus abandonné cette première forme, ou cette forme qu'on peut considérer comme analogique de lecture ou de signature du monde. C'est pour ça que je renvoyais vers Foucault qui a étudié cet abandon d'une forme de lecture ou d'analogie qui est aussi classificatoire pour passer à ce qui avait été une autre forme de relation dans la représentation, dans la classification classique, qui marque une autre forme de correspondance entre ce qu'il appelle les mots et les choses, bien que là aussi il y a toujours des correspondances qui sont établies dans un cas comme dans l'autre. Mais les processus,
les premiers processus mathématiques, arithmétiques également des pythagoriciens, ou ce qu'on attribue aux pythagoriciens, sont des processus aussi classificatoires lorsqu'on établit la différence entre les nombres pairs, les nombres impairs, les nombres premiers, les nombres carrés, etc. Donc toute science commence par des classifications, peut-être y aboutit aussi d'ailleurs, puisque des classifications apparaissent jusque dans les dernières formes de découverte scientifique. Je veux dire, mais lui, les analogistes, on dirait qu'ils ne voulaient pas de la classification. Avec cette lecture des signes, j'ai l'impression qu'ils ne voyaient pas l'ensemble des signes comme étant un tout dans lequel, évidemment, on peut reconnaître. Il n'y avait pas ça. Il y avait une isolation, les signes étaient isolés. Oui, d'accord. Je n'ai pas très bien compris quelle était ton objection. Ce n'est pas une objection. J'ai dit, tu as opposé la pensée analytique à cette démarche allégorique qui, j'ai dit que cette démarche allégorique semblait ne pas s'inscrire dans cette démarche de classification. Mais la classification, il y a des principes, ça dépend quels sont les principes de classification. On trouve, là je faisais allusion à Platon, donc la plupart des dialogues de Platon sont précisément consacrés à des études classificatoires. Mais à travers ces études classificatoires, il y a justement un processus rationnel de distinction entre des formes de dépendance, des dépendances qui seraient simplement de ressemblance extérieure et d'analogie, et d'autre part des ressemblances qui sont plus internes et qui ne sont pas simplement dues à des rapprochements superficiels. Je ne sais pas, dans le Ménon, par exemple, il y a quelque chose et la démonstration, qui appartient au domaine de la démonstration. Dans le Ménon, il y a un domaine de la démonstration qui fait qu'on ne peut pas classer pour la construction. Pour la construction d'un triangle ou d'un carré double, il y a une démonstration qui dépasse le domaine classificatoire, parce qu'à un certain moment, on aurait tendance à classer la duplication du carré dans la duplication des côtés du carré. On s'aperçoit que c'est pas vrai. Donc on est obligé de faire appel à quelque chose qu'on pourrait appeler une destruction du premier réflexe classificatoire pour passer à un second, qui est quelque chose d'autre et qui fait découvrir la diagonale du carré, c'est-à-dire à la méthode. Les mathématiques sont une sorte de dépassement d'une certaine forme de méthode classificatoire pour entrer dans une méthode de construction déductive. La méthode classificatoire est par analogie. Par exemple, on pourrait dire que lorsque l'on parle de signification de signification sexuelle des nombres, comme le fait Malfatti dans la Mathèse, en se reliant par là même d'ailleurs à des conceptions qui viennent justement du néoplatonisme et qui sont retrouvées par la pensée du XVIe siècle, du néoplatonisme du XVIe siècle. On va chercher quelque chose qui va trouver des analogies entre la dualité, par exemple, et le couple, ou la triplicité et l'union sexuelle, ou
ou la procréation, ces différentes formes que l'on va faire ressortir, le ternaire, le quaternaire, le nombre parfait qui va être trouvé par exemple dans celui qui est dans le nombre 10 ou dans le nombre 5 qui est la moitié du 10 avec des équilibres sont issus de pensées classificatoires, mais elles ne sont pas déductives dans la manière où on ne peut guère opérer des types de construction mathématiques ou déductifs à partir d'un tel principe. Mais on ne peut pas non plus éviter ce principe parce qu'aussi il est très, on pourrait dire, il est très excitant pour l'esprit, il est très inventif. Il permet de découvrir des choses que l'on n'avait pas découvertes auparavant. Donc, il y a, dans la pensée classificatoire, il peut y avoir quelque chose qui est aussi productif que dans une pensée qui n'est pas simplement classificatoire. Il y a quelque chose qui va dans le sens d'une induction, dans le sens d'une autre forme de pensée qui fait se rejoindre ce qu'on peut appeler des régions ou des règnes, si le mot n'est peut-être pas très juste, mais il est souvent employé dans ce domaine, des règnes de la nature, comme l'animé et l'inanimé, le vivant, le cosmique et l'humain, donc qui permet de ranger dans une même catégorie des choses apparemment toutes différentes, donc, mais qui sont semblables par certains aspects. Donc, il y a deux modes de pensée, deux processus différents, mais il y en a un qui peut être aussi dans son domaine relativement productif. Si on lit les éléments de ce qu'apporte cette mathèse. Par exemple, lorsque cette mathèse fait découvrir la forme universelle de l'ellipse, la forme universelle du cercle, la forme universelle de l'ellipse et en même temps de l'œuf, et que cette ellipse de l'œuf, elle va leur comparer à l'ellipse du parcours des planètes, qui est également quelque chose d'elliptique, où la division à l'intérieur de l'œuf à la présence des deux foyers dans l'ellipse, ou lorsqu'elle va donner comme hiéroglyphe de l'amour humain ou animal, à la fois de l'ellipse et la triplicité en organisant quelque chose qui est un ternaire fondamental que l'on retrouve dans la construction des choses, tout cela, c'est effectivement quelque chose qui se déroule en dehors de toute relation démonstrative de cause à effet. On ne peut absolument pas dire qu'il y a quelque chose qui soit déterminable sous la forme d'une démonstration, qu'elle soit de type logique au sens de l'enchaînement des propositions ou du type mathématique de la construction d'un calcul. Donc ça appartient plutôt à un mode de pensée mythique. Mais ce mode de pensée mythique est quelque chose qui est également productif. Je passe à une idée un petit peu différente, qui n'est pas tout à fait un coq à l'âne, parce que c'est aussi un petit peu dans le même genre, mais j'utilisais cela pour dire dans la pensée de Guattari, il y a quelque chose qui fait penser à cela, qui est aussi un petit peu de même nature. Par exemple, je prends cette idée de l'œuf dont on avait parlé la dernière fois, qui occupe une place fondamentale
dans la mathèse comme étant une sorte de matrice générale et qu'on va trouver à différents niveaux. On trouve très curieusement que cette idée de l'œuf se trouve chez Deleuze, qui ouvre sur une tradition qui est une tradition des signatures du monde et de la mystique du monde, de la mythologie et de la mystique de toute une tradition pythagoricienne avec une sorte de religion, des religions des âmes, de l'ascension des esprits par initiation, etc., qui toujours d'autre part sortiront des éléments, des instruments pour la science positive, comme le fameux théorème de Pythagore ou d'autres études consacrées à l'arithmétique et à la géométrie qui sont issues de la science pythagoricienne. Mais on voit combien il y a un entremêlement donc entre les deux, mais en même temps un moment où ces lignes se détachent. Et qui peut-être le moment où elles se détachent et où elles sont le plus lisibles d'une façon séparée, c'est cette période où, depuis la fin du XVIIIe siècle, où en France ou en Allemagne, se manifester ce qu'on appelait les Lumières, au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire ce qui met en avant les études et les systèmes qui mettent en avant la force de l'intelligence et de la connaissance positive, mais en même temps, en sous-jacence ou contemporainement, quelque chose qui utilise aussi le mot de lumière, qui est l'illuminisme, où il y a précisément, occupant une place importante, Jacob Böll comme référence de source, d'origine, dont tout le monde va s'inspirer. Franz von Baader, qui est le traducteur contemporain, c'est-à-dire au début du XIXe siècle, comme philosophe romantique, de l'œuvre de Baader, dans ses fermenta cognitionistes, qui sont les ferments de la connaissance. Là aussi, c'est un mot qui correspond un petit peu à la mathèse. Au milieu desquels se placent d'autres philosophes, d'autres noms, comme en nom critique, très fortement critique, relativement à ce mouvement. Et l'utilisant, et ayant des relations avec, mais le traitant d'une façon, on pourrait dire, négative, ou sinon négative, du moins très distanciée. Et il est vraisemblable que s'il a utilisé l'intermédiaire dans sa théorie des nombres, dans l'usage des nombres qu'il fait de toute son harmonie et ses correspondances entre les passions, les analogies de l'univers, et s'il a utilisé ces nombres, et s'il l'a fait à travers les harmonies musicales, beaucoup plus que d'une façon directe, comme le fait la mathèse de Malfatti, ou comme le fait Baader, ou comme on le voit également chez certains autres auteurs comme Böll, c'est précisément parce que pour lui, la relation qu'établit cette ligne des signatures du monde, puisque c'est au fond, sans qu'il le dise, c'est en cela qu'il se relie, est une relation qui peut se comprendre d'un point de vue esthétique, mais où ressort en particulier celui de Saint-Martin, qui s'est fait appeler lui-même philosophe inconnu, qui a des relations un petit peu avec les différents courants de pensée. Simone de Boulez-Kévis, dans une étude sur Fourier, a rapproché Fourier Saint-Martin de l'homme de désir de Saint-Martin, qui est un titre
que Saint-Martin, le mot c'est Christophe, donc Saint-Martin, qui s'appelle le philosophe, et qui s'est écrit après lui-même le philosophe inconnu. Saint-Martin. C'est le nom, son nom est Saint-Martin. Il apparaît comme le philosophe inconnu, il est cité par Balzac, Balzac, le romancier en particulier, qui était très attiré par cette orientation de pensée également. Mais que Fournier était en relation avec Saint-Martin, l'ait connu son œuvre, puisqu'il appartient à peu près à la même époque, c'est certain qu'il se soit inspiré de lui, c'est beaucoup plus douteux. Parce que personnellement, j'ai tendance au contraire à situer Fourier dans la fraction beaucoup plus que scientifique au sens positif du terme ou conceptuel. C'est-à-dire que si on fait la différence justement entre ce qui est le conceptuel ou ce qui est la fonction scientifique proprement dite, et d'autre part la relation esthétique, qui est une relation d'imagination, qui est une synthèse, effectivement, mais une synthèse de l'imagination libre, c'est-à-dire qui n'est pas commandée par des concepts précis qui correspondent à des réalités ni à des causalités déterminantes. Donc il y a quelque chose qui, dans les relations qui sont établies entre les chiffres, entre les théories des nombres et les phénomènes naturels, il y a quelque chose qui est d'un caractère duel, ambigu, ou bien on peut l'interpréter comme étant une relation qui s'établit d'une façon directe, ce qui est la puissance magique, par exemple, qui est attribuée au ternaire, ou à la triplicité, au chiffre 3, que l'on retrouvera jusque dans la triplicité de la dialectique hegelienne, ou bien on attribue une puissance d'évocation